Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des rencontres de Port-Laf, ici dans les locaux de Finistère-Mervent à Port-la-Forêt. Le collectif Finistère-Mervent qui, vous le savez, accompagne les acteurs du monde maritime et de la course au large, met en réseau leurs initiatives et leurs recherches. Et ces rencontres sont l'occasion de mettre en valeur ces acteurs, leurs activités, mais elles sont aussi une formidable opportunité d'échanger sur les grandes problématiques qui sont liées à l'océan et à notre territoire. Et justement, aujourd'hui, on va vous proposer une thématique orientée littorale, cette zone où la mer et la terre se rencontrent, qui est une zone qui évolue rapidement et qui, sous l'effet de phénomènes naturels, mais aussi du changement climatique et des activités humaines, se fragilise. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est de quelle manière la montée des eaux, l'érosion ou le recul du trait de côte ont un impact sur nos activités. Cette question, nous allons tenter d'y répondre avec trois experts qui ont accepté de nous apporter leur connaissance avec un exemple concret que l'on va prendre, c'est celui des câbles de communication sous-marins. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec nous aujourd'hui Yann Amis qui est membre sociétaire Finistère-Mervent. Yann qui est un expert météo et qui est à la tête, qui dirige deux sociétés, Weather & Co d'un côté et puis la structure Risk WeatherTech de l'autre. On va en parler dans un instant. Yann. À vos côtés, c'est Ludovic Carlier. Bonjour Ludovic, vous êtes responsable de projet câbles sous-marins chez Orange Œnis. On va parler plus en détail justement des câbles sous-marins. Et vous êtes accompagné aujourd'hui dans cette salle de Benjamin Malbec, chef de projet lui aussi chez Orange Œnis et qui pourra également apporter son expertise, notamment lors des échanges qui auront lieu à l'issue de cette table ronde. Et puis à vos côtés, c'est Béatrice Cornic. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes également membre du collectif Finistère-Mervent et vous dirigez la société Espace Pur, une société spécialisée dans l'installation de solutions techniques pour casser les effets de houle et retarder justement ces phénomènes d'érosion marine. Alors, je vous propose qu'on fasse un premier tour de table, peut-être pour commencer, pour bien comprendre quelles sont vos missions respectives au sein des sociétés que je viens d'évoquer. Je commence avec vous, Yann. Je vous le disais, une double casquette. Vous êtes expert météo et donc vous travaillez au sein de Weather & Co. Alors là, vous accompagnez des marins, que ce soit dans la course au large, mais aussi dans l'olympisme. Vous les aidez à déchiffrer des données, à comprendre des données météo sur un parcours ou sur un site donné, et puis pour définir la meilleure trajectoire à adopter. Donc ça, c'est votre première casquette. La deuxième, c'est celle qui nous intéresse tout spécifiquement ici, c'est celle que vous occupez au sein de la société Risk WeatherTech. C'est une structure qui est spécialisée dans la modélisation climatique. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors cette structure, la Risk WeatherTech, en fait, c'est en fait, je dirais, sur l'éclairage de tout ce qui était le changement climatique, l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire que comment on peut traduire le changement climatique sur des effets locaux. C'est-à-dire dans Weather & Co, c'est l'approche de la performance, la recherche de performance en aidant les skippers à être les plus performants possibles sur un plan d'eau. Et dans l'autre société, finalement, c'est de se dire, on a des orientations avec le changement climatique, comment on peut décliner ce changement climatique avec des effets locaux à nos territoires. Et ça permet de prendre en compte, avec une projection climatique, comment vont se comporter les paramètres météorologiques comme ceux que l'on voit tous les jours à la télé, prendre ces paramètres météorologiques et regarder leur évolution dans le temps futur avec différentes expositions. Et ces différentes expositions, c'est quoi? C'est des expositions qui sont liées aux travaux du GIEC. Donc le GIEC qui donne plusieurs orientations, vous avez certainement dû entendre parler des scénarios, les différents scénarios, le scénario bas, le scénario médian avec l'accord de Paris à 1,5 degré, le scénario médian dont on parle de plus en plus, puisque c'est celui finalement qui commence à circuler au niveau politique. Mais il faut savoir que ce scénario médian est déjà en œuvre sur le marché, on va dire, des entreprises du CAC 40 pour les plus importantes. Donc c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de regarder comment on peut traduire le changement climatique au travers de notre quotidien. C'est ça l'objet de Risk WeatherTech pour l'essentiel. Merci pour ces précisions. Ludovic, vous êtes donc en charge, j'ai envie de dire la pause, bon fonctionnement des câbles sous-marins pour Orange à l'échelle nationale et internationale. Ces câbles, ils sont nombreux, ils sont très longs, on va pouvoir en parler, des milliers de kilomètres. Et surtout, ils transportent 98% des données numériques mondiales. Alors expliquez-nous, avant d'aller dresser un état des lieux de ces câbles, la façon de l'endroit où ils se trouvent, la façon dont ils sont posés, dites-nous en quoi consiste votre mission par rapport à ces câbles et comment ça se traduit quotidiennement finalement. Donc, moi, je suis directeur de projet câbles sous-marins chez Orange, donc dans la division des réseaux internationaux d'Orange. Et effectivement, il y a une grosse partie de notre mission, c'est tout ce qui va concerner les câbles sous-marins. Et en fait, c'est assez simple. Ma mission, c'est de coordonner, de piloter toutes les étapes d'un projet de câbles sous-marins,
C'est des projets qui peuvent durer très longtemps. Ça prend 3-4 ans avant que le câble soit installé. Il va falloir négocier avec un certain nombre de partenaires. Souvent, ce sont des copropriétés entre plusieurs opérateurs, plusieurs acteurs du numérique. Donc, on va discuter de savoir comment on va s'organiser en tant que copropriétaire, savoir qui va prendre en charge quelle partie du projet. Et après, il y a toute la partie design du câble. On va, en fonction de là où on démarre et là où on arrive, penser comment on va fabriquer ce câble, quelles vont être les contraintes en local. Et puis après, il y a toutes les opérations de pose. Après, le câble, il va durer pendant 20, 25 ans, 30 ans. Et à la fin, il faut le démanteler. Donc voilà, on suit toutes les étapes, je dirais, du cycle de vie d'un câble sous-marin. Merci. Béatrice, vous êtes donc à la tête de la société Espace Pur qui développe des solutions de protection du littoral, notamment face à l'érosion ou au risque de submersion marine. Vous avez créé cette société il y a une vingtaine d'années pour développer l'invention de votre père. Parlez-nous, comment est venue cette idée, ce projet, et puis quelles sont les spécificités de votre entreprise? Parlez-nous un peu plus en détail. Oui, donc la société Espace Pur est spécialisée dans la conception de solutions et dans la mise en œuvre de solutions techniques pour protéger les littoraux face à l'érosion, mais aussi aux problèmes d'ensablement. Donc nous avons des applications en milieu littoral, mais aussi en milieu lacustre et fluvial. Et on peut dire que notre spécialité, en fait, c'est d'accompagner la nature. En fait, il y a 20 ans, donc, le constat a été fait que ça servait à rien de lutter contre les courants, mais qu'il fallait plutôt les accompagner. Et en fait, nos solutions vont être conçues pour accompagner les courants de manière à rétablir l'espace littoral. Parce qu'en fait, un espace littoral en érosion, c'est par exemple quand il n'y a plus de plage. Et donc notre mission, ça va être la restauration de la plage. Très bien, merci. On reviendra plus en détail sur les solutions. On regardera justement avec des visuels notamment en quoi cela consiste. Alors, on va aller s'intéresser au littoral, à la façon dont il se fragilise, dont il se modifie. Et avant tout, il nous semble quand même intéressant de poser un peu le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre, Yann, un réchauffement climatique qui est aujourd'hui indéniable. Les chiffres, la science sont là pour le prouver. Alors justement, dans le flux d'informations qu'on reçoit à travers tous ces chiffres, s'il fallait retenir justement un chiffre, une information qui nous permette de bien comprendre la situation, quel serait-il ? Celui qui est le plus parlant, certainement pour nous tous, c'est tout simplement la concentration de CO2 dans l'atmosphère au niveau mondial. C'est-à-dire que même avant de partir sur, on va dire, à Port-la-Forêt, le principal indicateur, c'est celui qui est affiché, c'est juste la concentration et l'évolution, je dirais, du CO2 au niveau mondial. Et quand on regarde cette courbe, elle est implacable en termes d'orientation. C'est-à-dire que même si on avait un changement brutal, on va dire, de notre comportement au niveau international, la dynamique, elle est sur cette courbe. Là, après, l'indicateur, c'est 423 ppm en termes de concentration. Mais ce qu'il faut juste regarder, c'est l'influence de cette courbe sur depuis 1900, je ne dis pas de bêtises, c'est 1900, je crois, je suis remonté à peu près. Donc, on a quasiment depuis l'ère industrielle, on est dans cette dynamique. Et en fait, on voit bien que, quelle que soit, je dirais, notre influence aujourd'hui au quotidien, on est parti sur quelque chose d'inconnu pour notre espace, on va dire, terrestre. Et à partir de là, après, ce qu'on peut chercher à faire au travers d'une deuxième étape, c'est de regarder finalement sur les 10 dernières années comment se comportent les températures à l'échelle du globe. Ce qui permet tout de suite de se dire dans quel contexte nous sommes en ce moment et quel sera le contexte de demain. Donc ça permet de voir où on se situe en 2023. Là. Alors là, ce que je vous ai mis sur ce graphique, c'est la courbe en noir, c'est où est-ce qu'on est aujourd'hui en 2023 au mois d'avril. Et je regarde cette courbe-là par rapport aux 10 dernières années les plus chaudes. Et quand on regarde ce graphique, finalement, c'est pas très compliqué. Les 10 dernières années les plus chaudes, ce sont les 10 dernières. Vous voyez, ça, depuis la mesure des observations météorologiques qui nous sont disponibles à travers le monde. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des alternants, enfin, il pouvait y avoir des années chaudes au milieu d'années un peu plus froides. Là, on est tout le temps dans le chaud, quoi. Là, pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est toujours dans le chaud et qu'on est même arrivé à une façon de redéfinir la climatologie, c'est-à-dire la climatologie sur 30 ans, où finalement, on a trouvé plus intelligent de reconsidérer notre climatologie sur les 30 dernières années, entre guillemets, les plus chaudes, parce que finalement, avant, la climatologie qui nous servait, finalement, elle est biaisée, parce qu'on était dans un contexte de température, on va dire, à l'échelle mondiale, qui était complètement différent. Donc ce changement de paradigme, il est intervenu par exemple pour les services de Météo France, qu'il n'y a que 2 ans finalement.
Et alors cette hausse des températures, elle a forcément des conséquences et un impact sur la planète, mais aussi et surtout sur l'océan. Tout à fait. Donc là, quand on regarde 2020, 21, 22, on était donc des températures au niveau mondial relativement les plus chaudes. On se classe entre la 3e et la 5e position pour les températures les plus chaudes dernièrement observées. Et quand on regarde cette année les températures globales au niveau de l'état de mer, de la température d'eau de mer, pardon, quand on regarde la courbe, par exemple en 2023, donc je vous ai mis pareil en noir, c'est avril 2023, là il y a quelque chose qui est vraiment surprenant, c'est qu'on a une courbe que l'on n'a jamais observée depuis 1981. Alors pourquoi 1981 ? Parce que c'est là où finalement, avec les satellites, on pouvait commencer à avoir une donnée complète au niveau du globe. C'est les premiers repères, quoi, les premiers vrais repères. Premiers vrais repères. Bon, après, on peut aller chercher plus loin avec d'autres techniques, mais ça vous permet de comprendre qu'on est sur une trajectoire que l'on n'a jamais connue. Donc ça, c'est hyper important. Et cette trajectoire que l'on n'a jamais connue, il faut la mettre en rapport avec ce qui se passe au niveau de la couverture des glaces au niveau mondial, c'est-à-dire à la fois sur l'Arctique et l'Antarctique. Quand on regarde pareil la couverture des glaces au niveau mondial, on s'aperçoit qu'on est dans la couverture la plus basse que l'on ait observée également en 2023. Donc on est dans un contexte cette année qui est vraiment particulier. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une trajectoire de température d'eau de mer très importante qui sort des sentiers battus. On est sur une couverture de glace la moins importante en termes de climatologie, océan Arctique et Antarctique confondus. Et là, maintenant, on regarde ce qui peut se décliner, ce que j'appelle un épiphénomène au niveau, pas régional, parce que ça concerne quand même de grandes surfaces au niveau du globe. Mais on a certainement évoqué le sujet dernièrement dans les médias, mais c'est la partie El Niño. Tout le monde nous parle de El Niño. Alors El Niño, c'est quoi ? C'est un réchauffement des hautes températures de surface au niveau du Pacifique. Sauf que cette influence-là, quand on regarde El Niño, c'est un indicateur qui est très important parce que c'est les températures de surface au niveau de l'océan Pacifique. Donc un indicateur qui nous dit que, attention, on va avoir une anomalie de température chaude en 2023. Donc le phénomène est parti en termes de prévision. Ce que je vous ai mis en vue, c'est tout simplement l'indicateur d'évolution de ce fameux El Niño. Et on est sur une base à 1,5, 2, ce qui nous met dans un El Niño relativement fort. Et quand on regarde au travers du temps passé, sur les derniers épisodes de El Niño, on s'aperçoit que finalement, 2023 pourrait s'inscrire comme étant la 4e anomalie d'El Niño relativement importante qui nous amène à observer des températures mondiales quasiment des plus importantes. Et ça, ce qui est important à comprendre, c'est que quand on regarde 2020, 21, 22, on était en anomalie de température froide parce qu'on était en phénomène La Niña, c'est-à-dire qu'on sort de 3 ans de La Niña, et que finalement, quand on regarde l'anomalie globale de température sur le monde, on se retrouve dans des records. Et là, on rentre sur un scénario, entre guillemets, épiphénomène ou régional de type El Niño, qui va nous amener forcément en 2023 et 2024, parce que là je vous parle notamment au niveau européen 2023, mais plutôt printemps-été 2024, où finalement on va se retrouver dans un contexte de El Niño, d'anomalie de température au niveau mondial, sans ambiguïté. C'est-à-dire que on ne parle pas de prévision météorologique, on parle d'anticipation de quelque chose ou d'une machine terrestre qui est en train de s'emballer, surtout sur la partie océanique, et chose que je n'ai jamais vue sur la partie océanique, ça il faut bien le dire, c'est la courbe que je vous ai montrée. Jusqu'à présent, l'océan régulé arrivait toujours un peu à compenser, à réguler. Quoi. Là, il n'arrive plus à absorber. Tout à fait. Ce qu'on se dit, c'est que globalement, l'océan stocke 90% de l'énergie, stocke 98% du CO2, et en soi, l'océan, comme pour nous l'été, ça nous assure une belle inertie thermique au niveau de la côte. On dit souvent un temps relativement agréable en bordure de côte. Ce qu'on peut très bien se dire, c'est que sur les 3 dernières années, finalement, l'océan profond a peut-être stocké beaucoup d'énergie, l'énergie en excédent sur la Terre, et que finalement, peut-être qu'il n'est plus en capacité de stocker en océan profond et qu'on se retrouve avec des anomalies beaucoup plus marquées, beaucoup plus importantes, ce qui pourrait laisser notamment, ou expliquer en partie le graphique que je vous ai montré sur les températures de mer ou en surface. Donc, quelque part, ça nous dit qu'on est en train de se projeter, peut-être, avec l'aide de El Niño, peut-être qu'on va suivre une courbe, finalement, qu'on ne connaît pas. Exponentielle, certainement. Ouais. La traduction de tout ça, c'est quoi ? C'est si on a des surfaces maritimes qui sont moins couvertes par les glaces, ça veut dire que finalement, au niveau de l'Arctique à l'Antarctique, on a moins de régulation, c'est-à-dire que si l'océan est foncé, il stocke beaucoup plus de température. D'accord ? Il renvoie moins d'énergie avec l'albédo.
Donc finalement, on est sur une boucle qui est très dangereuse. Parce que le serpent qui se mord la queue et ça et en fait, on est parti dans une spirale et que même si on s'arrête aujourd'hui, il y a de fortes chances que la machine climatique, elle est emballée et que ça va être très très dur de la freiner. C'est ce qui est le plus inquiétant. Et après, on peut le traduire très facilement. Et là, je vous ai mis, on arrive à notre petite échelle locale, celle qui nous intéresse, mais pas que, on va dire, sur la pointe Finistère Sud. On peut le faire pareil partout, finalement, et à travers le monde. C'est de prendre le niveau de la mer et de le faire monter, tout simplement. Donc on peut faire monter le niveau de la mer. Très rapidement, on voit avec des ouvrages côtiers qui permettent de bloquer, je dirais, la montée des eaux ou s'en protéger. Mais globalement, quand on regarde le marché de l'assurance sur lequel on intervient avec Risk WeatherTech aujourd'hui, ces zoniers, on va dire, d'impact sont étudiés de très près et permettent au marché, finalement, de ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble, de nettoyer les portefeuilles des clients qui vont poser problème. Voilà. Ok, au moins c'est dit très clairement. Donc là, on parle de la montée des eaux, l'érosion côtière, qui est un phénomène assez naturel au départ, est quand même très lié justement à ce phénomène de réchauffement climatique. Alors, et aux activités humaines en général, peut-être. Le changement climatique, pour moi, c'est l'augmentation du niveau de la mer, puisqu'il est constaté et mesuré. Donc ça, c'est très facile, c'est implacable. Et ce que je viens juste de vous montrer là, c'est que l'emballement climatique qui sous-tend en fait le changement va contribuer à faire juste monter millimètre par millimètre la hauteur moyenne du niveau des océans. Et de fait, on augmente l'érosion. Et par-dessus ça, ce qu'on peut rajouter, après, ce qu'on peut regarder avec le changement climatique, c'est avec les scénarios, je dirais, ou les trajectoires qui nous sont mis à disposition par le GIEC, c'est de regarder localement si j'ai des modifications sur mon régime de vent, mes forces de vent. Alors, quelque part, ce qui est intéressant avec le changement climatique, on l'a fait pour de nombreux interlocuteurs, on va dire français et internationaux, finalement, sur des paramètres, on sait qu'on a des ventilations beaucoup plus extrêmes, donc pour ce qui est des précipitations en termes de quantité, pour ce qui est des phénomènes cycloniques, on voit vraiment pas forcément une augmentation par exemple des phénomènes cycloniques en termes de fréquence, mais en termes de puissance, on voit des phénomènes quand même beaucoup plus fréquents à sortir dans les projections climatiques. Pour ce qui est du vent, par exemple, ce qu'on s'aperçoit, c'est que je n'ai pas forcément de grosse variabilité extrême sur la vitesse du vent. C'est-à-dire que j'ai une répartition du vent avec le changement, avec des scénarios, on va dire, médians, on retrouve une même distribution en termes de vent, en termes de fréquence. Donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire que l'érosion qu'on peut observer aujourd'hui sur notre trait de côte, on peut l'observer demain en modifiant peut-être, ou en jouant peut-être sur l'approche de l'évolution du niveau de la mer. Donc voilà, ça c'est des éléments qui sont assez concrets tout de suite et que l'on peut traiter en fait. Alors Béatrice, je reviens vers vous. 70% des plages sableuses sont en érosion dans le monde. Vous agissez à l'international depuis maintenant plus de 20 ans pour ralentir ce phénomène. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter plus en détail maintenant votre technique brevetée pour préserver ces plages et essayer justement d'inverser un petit peu cette érosion et retrouver ce qu'étaient les plages au départ ? Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, notre finalité c'est vraiment de rétablir l'équilibre du littoral et donc on va concevoir et mettre en œuvre des ouvrages qui ne vont pas aller contre les courants, mais qui vont valoriser les courants. Donc normalement, voilà. Donc les structures que l'on conçoit sont des structures qui sont perméables, arrondies et positionnées en fonction des courants. Donc ici, vous voyez, il y a plusieurs positions. Il y a les ouvrages immergés qui sont parallèles au trait de côte et leur fonction va être d'atténuer les houles. Ces ouvrages ont été conçus un petit peu à l'image d'une barrière de corail. La barrière de corail, dans la nature, elle a une fonction, celle de freiner les houles avant qu'elles n'arrivent sur le rivage. Et un stabi-plage positionné de manière immergée va épauler la barrière de corail lorsque, par exemple, les coraux sont morts, elle ne remplit plus sa fonction. Donc l'ouvrage stabi-plage va épauler le fonctionnement naturel pour ralentir l'arrivée des houles sur le rivage. Ils peuvent être aussi positionnés de manière perpendiculaire au trait de côte. Et là, ces ouvrages-là vont servir à valoriser le courant de dérive. Donc il faut savoir qu'il y a un courant qui circule parallèlement à la plage, qui est
souvent chargé de sable, et lorsque ce courant va rencontrer un ouvrage Stabi-Plage positionné de manière perpendiculaire, le sable va pouvoir se déposer et la plage va être restaurée. Donc c'est vraiment l'ouvrage qui est au service de la nature. Et il peut également y avoir des ouvrages positionnés pour conforter les cordons dunaires et les sécuriser. Donc voilà quelques coupes des structures Stabi-Plage. Ce sont des ouvrages fabriqués donc en tissu, en géosynthétique, qui sont complètement perméables et donc qui permettent d'absorber l'énergie de la houle plutôt que de la réfléchir, comme on peut le voir avec des ouvrages en béton par exemple. Les structures ont aussi une forme de demi-ellipse qui permet une meilleure absorption des courants. Donc la société Espace Pur conçoit et fabrique sur mesure les ouvrages Stabi-Plage, c'est-à-dire en fonction des caractéristiques de chaque site. Chaque site est différent et donc voilà, nous n'avons pas de stock. Un ouvrage Stabi-Plage peut faire 20 mètres de longueur comme 50 mètres ou 100 mètres, c'est vraiment selon les besoins des sites. Ce qu'on peut noter aussi, et c'est très important dans la période de changement climatique, c'est que les structures sont évolutives. C'est-à-dire qu'on peut les superposer en fonction de l'évolution du climat. Avec des inconnus là et des choses qui peuvent évoluer comme on ne s'y attendait pas. Voilà. Et elles peuvent être aussi réversibles, et ça c'est très important, c'est un critère d'ailleurs pour mettre en œuvre aujourd'hui des solutions sur le littoral. Alors Ludovic, je me tourne vers vous maintenant. L'érosion, la montée des eaux fragilisent des habitations, mais aussi des ouvrages stratégiques, comme par exemple les infrastructures des caps sous-marins en bord de mer. On va voir un exemple concret dans quelques instants. Avant cela, peut-être dresser un état des lieux. Ces câbles, ils sont nombreux. Combien sont-ils? Où se trouvent-ils? Est-ce qu'il y a une cartographie, par exemple, pour savoir où se trouvent ces câbles au fond de l'océan? Oui, alors effectivement, les câbles sous-marins sont stratégiques et en fait, on les utilise tous les jours sans le savoir. On pense que les données passent par le ciel et c'est complètement l'inverse. Internet, 99% d'Internet, en particulier entre les continents, ça passe par ces câbles sous-marins et pas par le satellite. C'est particulièrement vrai pour les échanges entre l'Europe et les États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essentiel des gros fournisseurs de contenu sont basés aux États-Unis. Alors même s'ils ont des serveurs en Europe, les serveurs cœur, les serveurs mères sont basés aux États-Unis. Donc si on perd la liaison transatlantique, on va avoir des soucis. Effectivement, ces infrastructures, donc on peut le voir sur cette carte, on va en trouver dans tous les endroits quasiment du monde, alors excepté l'Arctique et l'Antarctique. Et c'est ce qui va permettre de supporter tous les échanges numériques entre les continents et la plupart des pays qu'on va trouver dans le monde. On en a en Europe, on en a en Afrique, on en a aux États-Unis. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Europe a une position assez intéressante sur les câbles sous-marins parce qu'elle est directement reliée aux États-Unis et on est aussi une porte d'entrée pour tous les pays d'Afrique et le Moyen-Orient et l'Asie. On voit bien sur la carte que vous avez fournie. C'est une carte qui est publique, vous pouvez aller sur le site Submarine Cable Map. Vous pouvez aller la voir, ça donne c'est assez intéressant, on peut naviguer au-dessus de tous ces câbles. Avec des câbles qui paraissent extrêmement longs, c'est quoi? C'est jusqu'à 40 000 km aujourd'hui quasiment? On a des câbles, on a des câbles qui sont très longs, je crois que le plus long fait 16 000 ou 17 000 km. 17 000 km, d'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, on va voir un petit peu après comment ils sont construits, comment on les pose, c'est que par exemple un câble transatlantique va être fabriqué d'un seul tenant. On va fabriquer un câble qui va faire 4 000, 5 000 km de long, on va le charger à bord d'un bateau, et après on va l'installer d'un seul tenant. C'est pas des bouts de câble qu'on va venir abouter en mer, le câble il est fabriqué en une seule fois. D'accord. Et alors justement vous avez des exemples pour voir concrètement à quoi ça ressemble, vous nous avez amené quelques exemples. Oui, j'ai amené quelques exemples, vous pourrez venir voir après de plus près. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces câbles, qu'est-ce qui est utile quelque part dans ces câbles, ce sont des fibres optiques. On n'en a pas beaucoup, on va en avoir au maximum une petite vingtaine. La fibre optique c'est la taille d'un cheveu, c'est le diamètre d'un cheveu, donc c'est très petit. Donc ce qui est utile dans le câble finalement c'est très petit. Et tout ce qu'on va trouver autour c'est ce qui va servir à protéger ces fibres. On va trouver du polyéthylène, on va trouver après des armatures un peu plus solides avec des blindages métalliques. Ce qu'il faut bien voir c'est que ça donc c'est
beaucoup plus petit c'est à peine plus gros qu'un câble de rallonge électrique, quelque part. C'est ce qu'on va trouver dans les grandes profondeurs, à plus de 1000 mètres de profondeur. Ça, c'est ce qu'on va trouver plutôt sur les côtes. Donc c'est des câbles avec des armatures et du blindage qui va permettre de renforcer le câble et de le protéger des agressions extérieures. Donc ces agressions extérieures, elles sont essentiellement de deux types. Il y a des agressions, naturelles, on va en parler un peu plus après, mais il y a surtout des agressions qui sont liées à l'activité humaine. L'activité humaine, pour nous, c'est la pêche et le trafic, le mouillage des gros navires. C'est pas qui peuvent les arracher involontairement, les arracher ou les déplacer, et même sans forcément les couper, on peut avoir des phénomènes d'abrasion qui font que le câble va être abîmé au bout d'un moment. Et ces utilisateurs ont accès à cette carte. En même temps, vous le disiez, il y a vraiment un enjeu de sécurité, de souveraineté numérique et économique majeure avec ces câbles-là. Donc, c'est pas évident. Il faut à la fois partager la cartographie de ces câbles pour savoir comment ne pas les arracher. En même temps, j'imagine que c'est pas totalement précis parce qu'il ne faudrait pas non plus que quelqu'un s'amuse à aller les sectionner. Alors les câbles sous-marins sont sur les cartes marines, tous les marins peuvent les voir, il suffit de faire un petit peu attention. Vous avez un trait auquel on ne fait pas forcément attention, il y a un câble sous-marin. Effectivement, la position n'est pas non plus hyper précise parce qu'on n'a pas envie que ce soit trop précis s'il y a des gens mal intentionnés qui voudraient aller voir d'un peu plus près ce qui s'y passe. Alors le recul du trait de côte, on vient de l'entendre, n'est pas la difficulté majeure que vous rencontrez, puisque vous le disiez, ce sont surtout les pêcheurs, les autres usagers de l'espace marin qui posent problème ou qui peuvent accidentellement arracher ces câbles. C'est quand même une donnée qu'il faut prendre en compte et pour cela on va voir notamment un cas précis, celui de l'exemple de Pinmar en Bretagne. Voilà, on est en Bretagne, donc on va prendre cet exemple, c'était en 2021. Vos câbles étaient déjà implantés sur cette zone, vous avez dû faire face notamment au départ à un phénomène, une dune qui s'est effondrée très rapidement et le câble a été mis à nu et puis dans la foulée un tout petit peu plus tard, là aussi problème avec des ruissellements et ces câbles qui ont été mis en danger. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Effectivement, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que l'érosion sur le trait de côte, c'est pas le phénomène naturel qui nous pose le plus problème aujourd'hui. Ça, c'est anticipé quelque part. Ouais. C'est les problèmes qu'on va avoir, ça va être par exemple des volcans sous-marins qui peuvent apparaître dans certaines régions du monde, des glissements de terrain, des sédiments aussi qui sont déposés par des grands fleuves, donc ça fait des masses de matériaux énormes, ça va pousser le câble, au bout d'un moment ça va le rompre. C'est vrai que par contre ça c'est le phénomène le plus visible parce qu'il est sur les côtes. Sur le cas précis de Pinmar, il y a probablement deux choses qui se sont passées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une chambre plage, donc c'est un grand bloc en béton qui est sous terre, dans lequel arrive le câble sous-marin, et ensuite il va être connecté à la partie terrestre du câble sous-marin. La chambre en tant que telle, elle est en béton, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Et là, en fait, sur ce cas précis, il y a probablement un phénomène d'érosion par du ruissellement d'eau. En fait, il y a des champs de tulipes un petit peu plus haut. Les fameuses tulipes de la torche. Et vraisemblablement, il y a eu beaucoup d'eau qui sont accumulées à cet endroit-là et qui ont dû éroder la dune, la fragiliser. Et effectivement, je crois que c'est sur la diapositive suivante. Alors, là, on voit le après. Donc ça, c'est après l'intervention des équipes de Béatrice qui sont venues restabiliser la dune autour de la chambre plage. Mais sur le slide suivant, on va voir ce qui s'est passé au niveau de la dune. Donc ça, c'est lors d'une tempête, donc en janvier 2021. Et ben en fait, on a un morceau de la dune qui est parti. Et là, on a retrouvé les câbles à nu. Donc là, ce que vous voyez sont les tubes qui protègent les câbles. Alors, il n'y a pas eu de rupture des câbles. Les câbles sont suffisamment costauds pour résister à ça. Et donc, le trafic Internet a toujours continué à fonctionner. Mais bien entendu, ça pose des problèmes de sécurité, parce que c'est censé être enterré et pas visible. Et puis, il y a aussi des problèmes de pérennité. Autant ça va tenir à une première tempête, mais s'il y a une deuxième ou une troisième tempête qui arrive derrière, ça va probablement être problématique. Et donc là, pareil, on a aussi fait intervenir les équipes de Béatrice pour reconstituer la dune et la restabiliser. Et justement, j'allais c'est dire. La diapositive qui est juste après, si je ne me trompe pas.
voilà, je vous laisserai expliquer. Oui, justement, j'allais venir vers vous. Béatrice, vous avez été appelée un peu en urgence. Expliquez-nous justement comment vous êtes intervenue, comment vous analysez la situation, ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce que vous mettez en place justement. Donc en fait, on est intervenu pour concevoir la solution parce qu'effectivement, il y avait une double problématique. Enfin, la problématique principale, c'était le ruissellement. Donc là, on a envisagé de reconfigurer en fait la circulation de l'eau. Donc on a fait comme du talutage, on peut dire, au niveau de la dune. Et ensuite, il fallait sécuriser le câble. Et donc là, on a conçu un stabiplage avec un ancrage particulier, un ancrage de chaque côté. C'est un ouvrage de 23 mètres, il me semble, sur 50 cm de hauteur. Il n'y avait pas besoin de plus. Et là, la fonction de cet ouvrage, c'est vraiment protéger le câble face à la houle. Et là, donc, depuis 2021, tout est stabilisé finalement. Oui, tout est stabilisé. Il a été complètement réensablé. Il y a eu de la végétation qui a repris sur la structure. Et puis là, l'hiver, le sable est reparti. C'est un phénomène normal. Le stabiplage ne bloque pas les courants. Et donc, c'est pour ça que ça protège de manière durable. Voilà, donc on a accompagné Orange pour la conception de la solution. Et également l'établissement des dossiers d'autorisation. Parce que quand on met en place des ouvrages sur le domaine public maritime, il faut des autorisations. C'est comme un permis de construire en fait. D'accord. Et donc surtout là, à Port-Scarne, on est en zone Natura 2000, propriété du Conservatoire du Littoral. Donc, j'imagine que c'est assez complexe. Il y a des dossiers à établir. D'accord. Oui. Yann, je me tourne vers l'expert météo. Ludovic a évoqué une tempête. C'est ce qui explique majoritairement, enfin c'est comme ça qu'on explique ce qui s'est passé à Pamar. Pour Pamar, oui, c'est la tempête, j'ai regardé après en amont, parce qu'on s'est entretenu dessus, mais c'est la tempête Justine. Donc Justine, oui, elle était particulièrement violente, puisque au large, on avait à peu près 12 à 13 mètres dans le golfe de Gascogne, et à la côte, avant d'attaquer le trait de côte, on était à près de 7-8 mètres. Donc, ce qui fait qu'on avait des très très grosses conditions sur le trait de côte, mais classique quand on a une tempête un petit peu de ce style. Donc rien de surprenant. Par contre, effectivement, belle houle avec des belles énergies, dans le sens où on avait des énergies de houle à peu près avec du 12-13 secondes. Donc ce qui donne... alors, on ne parle pas souvent de la période de la houle, mais plus la période de la houle est importante, plus on a une conservation d'énergie importante, et plus la dernière vague, finalement, c'est qui arrive à la côte est violente. Voilà, violente. D'accord. Dit énergie, dit transport beaucoup plus conséquent aussi. Ouais. Alors Béatrice, vous agissez en France, comme là, vous êtes intervenue. Quelles sont les zones du globe où vous intervenez le plus? Finalement, c'est pas forcément la Bretagne? Pas forcément. Même en étant basé ici à Port-la-Forêt. Non, on a eu la chance d'intervenir sur 4 continents. Aujourd'hui, on a des références donc sur les 4 continents. Derrière vous, vous voyez une référence au Vietnam, donc en Asie du Sud-Est, où on a protégé une lagune face au risque d'intrusion marine. On intervient également en ce moment en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est une zone qui est particulièrement menacée. Les ordres de grandeur, c'est entre 1 et 15 mètres de recul de trait de côte par an. C'est donc des conditions hydrodynamiques très fortes. Et donc, voilà, donc c'est une zone où on intervient. Une autre zone, c'est la zone des Antilles, Antilles-Caraïbes, avec notamment la protection des îles qui sont aujourd'hui très, très vulnérables face au changement climatique et à l'érosion. Et alors dans vos clients, il y a des groupes comme Orange qui font appel à vous. Il y a aussi, vous parliez des îles, j'imagine des organismes hôteliers, touristiques qui font appel aussi à vous, ou des clients même peut-être particuliers, vous me disiez? Oui, effectivement. Et ça, c'est un changement depuis la création de l'entreprise. En fait, si au départ, on avait beaucoup plus de collectivités locales, aujourd'hui, on a des grands donneurs d'ordre parce qu'il y a des enjeux à sécuriser. Donc, aux Antilles, on est intervenu pour le groupe Pierre et Vacances, groupe touristique. Il y avait une plage donc, qui avait quasiment disparu. Et donc, notre
mission, c'était de restaurer la plage pour l'activité économique de Pierre et Vacances. On a également, là on le voit, réalisé une étude pour le Club Med en Guadeloupe, où là le Club Med voit ses bâtiments en fait menacés. Donc là c'est vraiment un risque par rapport à leurs investissements. Ou encore à l'île Maurice, un hôtel de luxe là qui, à l'île Maurice, il y a une érosion également très très importante et la plage est réduite à peu près 1 mètre de largeur. Donc voilà. Oui, ça pose quelques soucis pour pouvoir continuer à attirer du monde et proposer de belles plages. Et on le voit avec votre intervention pour Pierre et Vacances, quand vous nous montrez les documents avant et après votre intervention. Non seulement vous redonnez à la plage sa beauté d'origine, mais il y a aussi de la biodiversité qui réapparaît. Donc ça, c'est aussi tout l'intérêt de vos structures. Ça permet aussi de ramener de la biodiversité. Oui, c'est très important. En fait, dans un espace littoral, il y a plusieurs espaces, et notamment la zone d'avant-plage, où dans les zones un petit peu chaudes comme celle de Guadeloupe, il y a ce qu'on appelle des herbiers de phanérogame, des herbiers d'algues, qui participent aussi à la stabilisation de l'espace littoral. Et donc le Stabi-Plage a été positionné de manière immergée, parallèle au trait de côte, à l'image d'une barrière de corail, et il a servi à protéger ces herbiers. Et sur sa structure, la flore en fait s'est développée. Ici vous le voyez, et donc on voit pas la biodiversité là encore, mais en fait sur toute la structure du Stabi-Plage, la flore s'est développée. Et puis, comme le Stabi-Plage permet la recréation des plages, la plage ayant été recréée, des tortues ont pu revenir pondre, et donc ça c'est également très important pour l'équilibre global. Alors vous le disiez tout à l'heure, et on va en parler avec vous également, Yann Amis, l'érosion et la montée des eaux, elle ne se fait pas pareil, de la même manière dans tous les endroits du globe. Quels sont les outils dont on dispose, Yann, justement pour comprendre quels sont les éléments qui favorisent localement ou non cette montée des eaux ? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Comment on l'explique? Alors comment on l'explique? C'est la mesure qui contribue à alimenter en fait le constat sur la montée des eaux. D'accord. Donc par exemple à Brest, on a un marégraphe qui est très ancien et qui permet de mesurer cette contribution, on va dire, de la montée des eaux à travers le monde, mais c'est un point de référence qui est à Brest. Par contre, on a une très belle profondeur pour le faire. Donc, on va dire dans tous les pays, on a à peu près ces points de référence aujourd'hui qui sont entretenus, mesurés, et ce qui permet d'observer sur les différentes zones à travers le monde la contribution de la montée des eaux, qui n'est pas forcément symétrique, elle est asymétrique. Pourquoi? Parce que finalement aussi on a la présence des phénomènes météo, tout ce qui est anticyclone, dépression, on a des anticyclones permanents à travers le monde, et les anticyclones ne font qu'entretenir des grandes, on va dire, circulation de courants transocéaniques, et ce qui permet d'avoir, quand on regarde par exemple le Pacifique, ou même à plus grande échelle, c'est certainement le constat le plus intéressant, mais quand on regarde le Pacifique, il n'est pas, c'est pas une belle ligne bien plane, c'est tout simplement une belle cuvette. C'est-à-dire qu'on a des zones hautes et des zones basses, tout simplement, qui sont liées à la permanence soit des hautes pressions. Donc qui dit haute pression dit le poids de la colonne d'air sur l'eau est plus importante. Donc typiquement quand on va à la pêche en Bretagne, pour avoir un exemple bien concret, c'est si j'ai des hautes pressions, le bas de l'eau sera plus bas que d'habitude. Et si j'ai une dépression en Bretagne, qui peut arriver avec une tempête, finalement le niveau de l'eau sera plus haut. Pourquoi? Parce que la pression étant basse, le niveau de l'eau peut monter. Donc il y a cette contribution-là aussi qui est très importante sur l'érosion côtière, c'est de bien observer l'évolution du champ de pression atmosphérique et sa contribution notamment sur les océans. Et alors si on reste sur le cas de la France, sur la côte atlantique, vous anticipez des zones qui sont plus rapidement touchées. Quelles sont-elles? C'est assez facile, c'est toutes les zones plates ou à proximité du zéro en fait. Ça, toutes ces zones-là sont voire celles qui sont sous le niveau de l'océan. Il ne suffit pas d'aller très loin, il suffit d'aller au Guilvinec pour s'apercevoir que finalement on a des zones, ce qu'on appelle des marais, qui sont très rapidement, je dirais, exposées à la montée des eaux et à l'érosion côtière, effectivement. Alors Ludovic, vous avez récemment construit une station d'accueil de câbles en Aquitaine qui est concernée par cette montée des eaux, cette érosion. Vous l'avez forcément anticipée, prise en compte dans vos installations? Oui, clairement. Alors l'avantage, c'est que c'est une nouvelle installation qu'on a construite de A à Z.
Bon, c'est bien connu qu'en Gironde, les phénomènes d'érosion sont connus et non seulement visibles et assez impressionnants. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait en amont grâce à des études avec des cabinets d'études environnementaux. Déjà on a choisi l'endroit où il y avait le moins d'érosion, c'est déjà un peu pour nous faciliter la tâche. Et ensuite on a pris des hypothèses sur les 50 ans à venir en se disant que de toute façon le trait de côte allait reculer. Donc on a pensé nos installations et positionné nos installations pour anticiper un trait de côte, on va dire, avec des hypothèses prises dans le temps suffisamment longues. Et typiquement, alors pour donner quelques exemples, déjà le câble sous-marin a été posé avec des techniques de forage horizontal dirigé. Donc on a un forage en fait qui fait 1,1 km de longueur, qui passe sous la dune, qui passe sous la plage. On est à peu près à 12-15 mètres sous la plage. Ce qui veut dire que le jour où la plage va reculer, et elle va reculer, le câble sera toujours au bon endroit. On n'aura pas ce problème-là. L'autre chose qui a été anticipée, c'est la position de la chambre plage et de la station. Donc la chambre plage est très très loin en fait de l'eau, et la station est encore plus loin de l'eau parce qu'elle est à 12 km de la plage. Donc là, on considère qu'avec ces installations-là, on n'aura pas de problème, on va dire, pendant les 30, 40, 50 années à venir. Ça sera vérifié, sachant que la durée de vie d'un câble, c'est entre 25 et 30 ans. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors Béatrice, vous êtes intervenue en urgence quand il a fallu, mais j'imagine qu'idéalement, la meilleure chose est de pouvoir prendre le temps de vraiment étudier un site, les courants, les marées, etc., pour voir quelles sont les solutions les plus adaptées. Il y aurait intérêt forcément à pouvoir prédire, un petit peu travailler justement avec un météorologue pour comprendre un petit peu, pour essayer d'anticiper ce qui va se passer, quelles sont les contraintes qu'il faut gérer aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait effectivement beaucoup d'intérêt, surtout pour le dimensionnement des ouvrages. Parce que ça, c'est vraiment incertain. Donc on pourrait optimiser, je pense, la hauteur des ouvrages. Et après, vous parliez tout à l'heure de permission, d'autorisation qu'il faut avoir, comme dans un site classé ou un site naturel protégé. L'administratif est coûteux, lourd, long. C'est forcément un frein ou c'est de plus en plus facile pour vous? Là, dans les 20 dernières années, vous avez vu une évolution à ce niveau-là? Ça s'est complexifié. Parce qu'en fait, les dossiers d'autorisation sont variables selon les statuts des sites. Donc si on est dans une zone protégée, les autorisations seront beaucoup plus complexes à obtenir. Elles dépendent de l'emprise au sol de la solution qui va être mise en œuvre. Et donc, ce sont des dossiers qui sont plus ou moins lourds selon ces différents critères. Je pense qu'effectivement, les maîtres d'ouvrage peuvent être un peu réfractaires, enfin ils peuvent ne pas avoir envie de se lancer dans une démarche de mettre en œuvre des ouvrages par rapport à ces autorisations. Mais aujourd'hui, il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés et qui réalisent ces dossiers. Néanmoins, ça rallonge le temps entre le constat de l'érosion et la mise en œuvre de la solution. Donc en gros, entre le constat de l'érosion et la mise en œuvre, il faut compter à peu près 5 ans. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Souvent, c'est l'enrochement qui est encore utilisé par les collectivités, ce qui est peut-être regrettable, mais en tout cas, parfois, c'est peut-être la seule solution. Ou en tout cas, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'ordre de grandeur d'une étude et d'une installation en termes de budget? Qu'est-ce que ça représente? Pour espace pur ou pour un enrochement? Pour espace pur. Pour espace pur. Et peut-être comparer avec un enrochement, si vous avez un exemple. Une étude, donc ça varie selon la complexité. Donc on part de, en gros, 12 000 € pour un diagnostic jusqu'à 50 000 €. Et un ouvrage Stabiplage, c'est 1 000 € à peu près du mètre linéaire d'ouvrage, en sachant qu'un mètre linéaire protège en gros 3 mètres linéaires de côte. Et c'est à peu près les mêmes prix
prix qu'un enrochement, mais évidemment les prix des enrochements dépendent beaucoup de la disponibilité en roche, de la localisation des carrières. Et oui, on met encore des enrochements et pourtant toute la communauté scientifique, là je vous montre quelques images. Aujourd'hui c'est clair qu'il faut arrêter de mettre des enrochements sur des littoraux. On voit bien que les enrochements, en fait, ils participent à la destruction des plages. Parce qu'en fait, ce sont des ouvrages qui sont plutôt rectilignes, imperméables, et lorsque les houles arrivent sur ce genre de structure, il y a un tel effet de réflexion qu'elles vont repartir avec le sable de la plage. Et c'est comme ça que petit à petit, on assiste à la disparition des plages. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de la force des événements climatiques, on voit des enrochements ou des murs en béton même qui sont détruits, qui sont affouillés par le bas. Donc ça, c'est un premier impact. L'autre impact, c'est l'accélération de l'érosion aux extrémités des ouvrages. En fait, il y a un courant de retour qui se crée et donc il y a un calcul pour évaluer justement le recul du trait de côte. Donc c'est au prorata de la longueur de l'enrochement. Alors ça décale le problème. Voilà. Donc aujourd'hui, on a compris, maintenant on en pose encore en urgence, on en pose encore pour sécuriser les gens parce que inconsciemment on a l'impression d'être protégé derrière des ouvrages qu'on appelle des ouvrages de défense contre la mer. Et aujourd'hui il est temps de composer avec la mer plutôt que d'aller contre. Yann, je reviens vers vous. Vous nous disiez très clairement tout à l'heure qu'on entre dans une part d'inconnu par rapport au changement climatique et à ce qui nous attend dans les années à venir. Est-ce qu'on peut encore, au regard des outils dont on dispose aujourd'hui, quelle est la part de fiabilité des prévisions qu'on peut faire et est-ce que tout simplement on peut encore prédire ce qui va se passer, prévoir, anticiper ce qui nous attend? Non, il y a des choses. Ce qu'il faut voir dans les... Enfin, ça c'est presque lié. Il y a ma partie, mon analyse, et puis après on peut supputer pas mal de choses, mais globalement aujourd'hui on a des scénarios qui font consensus sur la communauté scientifique au niveau mondial. Tous les travaux du GIEC vont dans cet esprit, je dirais, d'avoir un consensus scientifique le plus large possible. Et ce consensus, quel qu'il soit aujourd'hui, il est quand même sur des scénarios, on est tous sur des scénarios haussiers. Donc on a 4 scénarios, ce qu'on appelle les RCP. On a des projections qui sont extrêmes. On a des projections, on va dire que l'accord de Paris, pour moi, c'est un accord qui n'existe plus aujourd'hui que sur le papier pour certains politiques. On est déjà dans un scénario médian, donc certains, au niveau politique, commencent à l'appréhender. Donc on a déjà à peu près une prise de conscience là-dessus, mais le scénario médian, c'est plus 3, plus 4 degrés, donc c'est quand même quelque chose de relativement conséquent. Et aujourd'hui, moi, pour certains de mes clients au sein de Risk Weather Tech, on ne travaille pas pour plus 4 degrés. On est déjà dans les scénarios extrêmes du GIEC. Alors, le scénario extrême du GIEC est assez conséquent, c'est celui qui a plus 8. Mais pourquoi on va chercher le plus 8? C'est tout simplement pour avoir une idée de ce qui peut se produire. Mais ça, on est loin du 1,5 sur lequel on communique encore. On est à 2, allez, maintenant. Non, le 1,5, il faut l'oublier. Oui. Il ne tient pas. Il est juste là pour faire plaisir aux gens et juste pour... câliner, c'est de la câlinothérapie, j'appelle ça, mais il faut regarder les choses en face. Ce que je vous ai montré comme graphisme, c'est très simple. C'est le CO2, les évolutions de température sur la surface de la mer, et on fait des projections très rapides sur ce qui nous attend pour demain. Mais il y a des choses que je ne maîtrise pas, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas matérialisées aujourd'hui dans les projections climatiques. C'est l'influence typiquement du changement climatique sur l'évolution des courants océaniques. Ça, on maîtrise très très mal en fait les rétroactions qui peuvent se produire. Il y a toute la notion de permafrost dont on ne parle pas, mais c'est tout ce qui concerne, je dirais, notre climat aussi, mais sur les latitudes qui sont plus élevées, au-delà du 60e. Donc le permafrost qui est un réservoir de méthane pour l'instant qui était gardé, on va dire pas au chaud, mais au frais avec la glace. Tout ça, c'est en train de basculer, et tout ça, finalement, même dans les études et les projections climatiques, ça n'est pas encore bien appréhendé dans les modèles. Donc finalement, ce que je suis en train de regarder là aujourd'hui, ce qu'on est en train d'évoquer ensemble, c'est on fait de la projection climatique qui est très solide, avec des bases scientifiques qui sont bien consensuelles. Mais quand on regarde autour de nous, le permafrost, il ne rentre pas dans nos équations. Et pourtant, ça, c'est un facteur de contribution qui est monstrueux par rapport au CO2. Après, on regarde, si on prend un exemple très concret, on prend ce qui est en train de se passer en Alberta, du côté sur le Canada. Beaucoup d'incendies, ce genre de choses. Ça, ce sont des contributions qui sont très importantes aussi sur la machine climatique, qui ne sont pas forcément pris en compte aujourd'hui dans les scénarios futurs. Et on prend un autre exemple qui va venir en place pour la semaine prochaine.
regarder les températures sur l'Amérique du Nord ou au niveau du Canada, on rentre sur quelque chose qu'on n'a jamais vu sur le Nord canadien. Donc tout ça mis bout à bout, finalement le scénario, il est pas, il y a du travail pour l'érosion côtière. Il n'y a pas de problème. Ludovic, vous nous indiquiez la durée de vie d'un câble, c'est 25-30 ans. Forcément, vous le prenez en compte dans la pose des nouvelles installations que vous faites aujourd'hui. Puisqu'on est sur ce thème de l'environnement, est-ce que ces câbles, ils ont un impact sur l'environnement? Et si oui, est-ce que justement vous devez faire des études d'impact? Quelles sont les contraintes que vous rencontrez quand vous voulez installer de nouveaux câbles quelque part? Alors dans l'essentiel des projets de pose de câbles sous-marins, on est dispensé d'études d'impact parce que les câbles sont réputés pour avoir très peu d'impact. Quand il y a des impacts qui sont très limités, il y a des endroits très spécifiques. Et il y a pas mal de littérature scientifique qui documente ça depuis de nombreuses années. Alors pourquoi ils ont peu d'impact? Déjà c'est le diamètre, c'est un diamètre qui est très fin. Alors même s'il y a du courant qui circule à l'intérieur, il n'y a pas de rayonnement électromagnétique. C'est du courant. En fait, le courant qui est à l'intérieur, alors c'est de la haute tension, mais l'ampérage c'est plus faible que quand vous branchez votre téléphone pour le recharger. Donc voilà. Donc du coup, il n'y a pas de rayonnement électromagnétique. Et puis dans des zones, je dirais un peu plus sensibles, on va faire davantage attention à ça. Donc, typiquement, on ne va pas enterrer le câble. On traverse souvent des herbiers, parce qu'il y a souvent des herbiers sur les côtes. Donc dans ces zones-là qui sont très fragiles, on ne va pas venir faire une tranchée pour mettre le câble à l'intérieur. Donc le câble va être posé sur le fond avec l'aide de plongeurs qui vont venir faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bateaux qui viennent abîmer toute cette flore. Et typiquement, par exemple, on va venir mettre des ancres pour ancrer le câble sur le fond, pour éviter les phénomènes de ragage. Donc ça, c'est le genre de spécificité qui peut être prise en compte quand on est dans des zones sensibles. Mais alors après, bien entendu, vous en parliez un tout petit peu, il y a tout le volet réglementaire qui fait qu'on a des études quand même à produire. Il y a la loi sur l'eau, il y a les dossiers, les demandes d'occupation, parce qu'on est sur le domaine public maritime. Donc il y a un gros volet, un gros volume de travail sur ces aspects environnementaux qui prend du temps, qui coûte de l'argent et de l'énergie. Mais globalement, c'est vrai que sur les câbles, on est plutôt sur une activité qui a peu d'impact. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Le chrono tourne. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Il y aura encore énormément à dire sur cette thématique qui influe sur nos activités nautiques et littorales. Difficile d'être exhaustif dans le temps qui nous est imparti. Mais on espère que cette thématique et les échanges qui ont eu lieu vous auront inspiré et donné envie d'en savoir encore un peu plus. N'hésitez pas à passer les portes du collectif Finistère Mervent, venir rencontrer Yann ou Béatrice qui sont ici membres de ce collectif qui compte aujourd'hui 86 sociétaires. Finistère Mervent, qui on le rappelle, est là pour accompagner les acteurs du nautisme et de la course au large, les nouveaux produits et services, et puis pour mettre en réseau leurs initiatives et leurs recherches. Nous aurons l'occasion de nous retrouver à l'occasion d'un prochain numéro des Rencontres de Port-Laf. Nous reviendrons très certainement plus spécifiquement sur des sujets de course au large avec la Transat Jacques Vabre qui se profile à l'automne 2023 et puis très rapidement aussi l'année prochaine le Vendée Globe 2024. Yann Amis, vous serez très certainement sollicité, notamment déjà sur la Transat Jacques Vabre à l'automne, et vous aurez très certainement l'occasion de revenir nous voir pour parler cette fois de routage. Oui, tout à fait, avec des paramètres, on va dire, de mer croisée, oui, tout à fait. Allez, d'ici là, restez connectés pour connaître la date de notre prochaine rencontre et puis surtout pour suivre l'actualité du collectif Finistère Mervent. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site internet www.finistermervent.com. Et puis si cette thématique et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à repartager. À très bientôt, très belle soirée.